Si je vous disais que j'arrivais à craquer tous vos mots de passe, que ça soit du compte bancaire, aux réseaux sociaux et même au compte fidélité de votre fast-food préféré, ça serait un peu effrayant, non? Eh bien, j'ai créé un programme qui essaye de craquer les mots de passe d'une cible seulement à partir des informations que l'on peut trouver sur elle sur internet. Que ça soit son prénom, son nom, sa date de naissance et même le nom de ses animaux. Et oui, c'est possible, faites attention car on n'est pas dans le monde des bisounours. Bien évidemment, cette vidéo sert de prévention. Je ne vous incite pas du tout à pirater, craquer ou quoi que ce soit qui soit illégal, mais cela est plus une prévention sur le choix de votre mot de passe, mais aussi des informations qu'on laisse sur internet. L'idée de la vidéo est donc de faire un outil qui permet potentiellement de trouver le mot de passe de quelqu'un avec son nom et son prénom. Car il faut bien évidemment une bonne base. On pourrait aussi partir de son pseudo. Bien évidemment, cette vidéo est full théorique. Si nous prenons un cas de la réalité, il y a bien évidemment quasiment 0% de chance pour que cela marche. Mais on va rester dans le principe qu'on est dans une vidéo. Mais pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va d'abord voir les différentes méthodes d'attaque qui sont utilisées pour le craquage de mots de passe. Il y en a principalement 3, le brute force, l'attaque par dictionnaire et celle qu'on va faire bien évidemment, l'attaque hybride. Pour la première, le brute force, c'est la méthode la plus simple. On va juste essayer toutes les combinaisons possibles de lettres, de nombres ou de caractères spéciaux jusqu'à trouver le bon mot de passe. Imaginons que l'on a un mot de passe composé de 10 caractères alphanumériques. Prenons donc lettres majuscules et minuscules avec des chiffres de 0 à 9. Eh bien, c'est très long à trouver. Il existe même plein de sites web qui permettent de montrer, d'indiquer, de donner une estimation de temps de craquage. Ceux sont de très bons outils pour choisir vos mots de passe. La complexité d'un mot de passe dépend de plusieurs choses. D'abord, s'il y a des majuscules ou non, de la taille, de l'utilisation de chiffres et bien évidemment les caractères spéciaux. Et avec cela, il faut ajouter une petite touche d'être imprévisible. Le petit conseil pour avoir un très bon mot de passe, c'est l'utilisation de passe-phrases. Par exemple, ceci est une passe-phrase 1, 2, 3. En est une. La méthode de brute force n'est pas du tout efficace et même très souvent bloquée par des sites. Elle demande énormément de temps et il faudrait avoir des ordinateurs quantiques pour que ça soit vraiment fonctionnel. On va donc voir une autre méthode qui repose sur une approche différente. Plutôt que de tester toutes les combinaisons possibles de mots de passe, il existe l'attaque par dictionnaire. Elle consiste à utiliser un fichier qui contient une liste de mots de passe couramment utilisés, que l'on appelle généralement un dictionnaire ou une word list. Vous connaissez peut-être les plus connus comme RockYou, qui contient pas moins d'environ 14 millions de mots de passe. Combien ? L'idée derrière, c'est que les gens ont tendance à choisir des mots de passe très simples, assez courants et donc faciles à prévoir. Ce qui fait qu'en théorie, les attaques par dictionnaire pourraient être vraiment efficaces, bien moins longues qu'une attaque par brute force. Mais si on parle d'un principe théorique, l'attaque de brute force arrivera toujours à trouver sa cible, alors que le dictionnaire, pas forcément. La réelle problématique avec les word lists prédéfinies, comme par exemple RockYou, c'est qu'elles sont très générales. La word list comporte uniquement les mots de passe communs et ne se focalise pas du tout sur certaines informations très précises. En plus de cela, si on prend un mot de passe d'une des listes mais qu'on remplace ou ajoute un élément, cela ne marche pas. Comme par exemple si vous prenez un mot de passe très connu et que vous rajoutez votre code postal, eh bien il y a très peu de chances pour qu'il soit dans le dictionnaire. Ou tout simplement si on remplaçait les O par des zéros. Puis maintenant, le but de la vidéo, l'attaque hybride. C'est lorsqu'on veut précisément attaquer quelqu'un. C'est une combinaison des attaques par dictionnaire et de brute force. L'idée, c'est qu'on voudrait qu'à partir d'informations précises sur une cible, on soit en mesure de créer une liste de mots de passe probables. Oui, parce que c'est bien connu, la plupart des gens utilisent des informations personnelles pour créer leur mot de passe. On va donc supposer que si on a suffisamment d'informations sur la personne, il est possible qu'on arrive à trouver son mot de passe. L'avantage, c'est que c'est plus facile, plus efficace que les attaques par dictionnaire seules, mais l'inconvénient, c'est que ça peut être très lent pour des mots de passe très complexes, et en plus de cela, si la personne ne laisse pas beaucoup de traces derrière elle, eh bien c'est assez compliqué d'en trouver. Il y a un facteur qu'on oublie de prendre, mais qui fait complètement la différence, et qui permet même de complexifier votre mot de passe. D'abord, la permutation entre les informations elles-mêmes. Par exemple, si nous partons du mot bisounours, eh bien il peut y avoir plusieurs alternatives. Mais il n'y a pas que les permutations. On peut aussi penser au remplacement de lettres par leur équivalent numérique. Donc transformer par exemple les A en 4, les E en 3, les O en 0, etc. Vous avez compris. Par exemple, bisounours s'écrirait comme ça.
Évidemment, jamais 203, le dernier facteur qu'on pourrait donner en exemple, c'est remplacer les lettres par leur équivalent symbolique, comme le A avec l'arrobase, le E avec l'euro, etc. Par exemple, bisounours s'écrirait comme ça. Et si on est vraiment cinglé ou au contraire, si on veut assurer une sécurité pour notre mot de passe, eh bien, on peut faire la combinaison de ces trois facteurs. Et là, un mot tout simple comme bisounours devient très compliqué à craquer. Ça fait donc un mot de passe complexe, mais ça ne s'arrête pas là, car on a encore oublié certains facteurs. Comme par exemple, on ne prend pas en compte les variations entre les majuscules et les minuscules, ou même l'ajout de caractères fréquents à la fin d'un mot de passe, comme 1, 2, 3, point d'exclamation, point d'interrogation, et j'en passe. Alors, c'est bien beau, tout cet aspect théorique, mais en soi, est-ce qu'en pratique, ça fonctionne? Est-ce qu'on ne serait pas un peu trop rêveur de croire qu'on peut obtenir de si bons résultats avec cette méthode? Alors, bien évidemment, si on parle en termes de théorique et qu'on a tout le temps devant nous, le brute force, évidemment, reste la meilleure solution. Mais si par exemple nous n'avons pas énormément de temps, cette attaque pourrait être utile. Bien évidemment, il faut être pointilleux sur les informations qu'on récupère. Et d'après l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, environ 70% des Français utiliseraient des informations personnelles comme mot de passe. Donc en soi, la théorie se tient. Car les moins précautionneux prendront une information personnelle et rajouteront potentiellement des numéros. Numéros qui bien évidemment sont aussi des informations personnelles. Et s'ils sont un petit peu plus précautionneux, eh bien il y aura des permutations. Mais dans tous les cas, la théorie qu'on a élaborée reste bonne. Alors bien évidemment, le dictionnaire risque d'être très long parce que avec un mot, il peut y avoir des centaines de combinaisons différentes. Entre les majuscules, minuscules, transformations, permutations, avec les numéros, les symboles et j'en passe, ça fait beaucoup. Mais ça reste l'une des meilleures façons. Bien évidemment, la dernière solution serait tout simplement de récupérer une data leak. Ce sont des bases de données qui ont été volées, piratées, puis ensuite sont partagées sur Internet. Et bien parfois, elles ne sont pas censurées, elles ne sont pas chiffrées, et on peut y voir tout simplement soit un identifiant, soit une adresse mail, et le mot de passe en clair. Vous connaissez l'humain, il adore réutiliser les mêmes mots de passe. Donc vous avez juste besoin d'aller sur tous les sites et d'essayer cette combinaison. Nous allons donc passer à la pratique. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous rappeler de liker, de vous abonner et d'activer la cloche si vous aimez mon contenu et pour m'encourager. Bon allez, je reprends la vidéo. Nous avons donc besoin d'un script qui récupère toutes les informations personnelles de notre cible. Comme entrée, on aura soit un prénom nom, soit tout simplement un pseudo. Je suis d'accord avec vous que si, imaginons, il change de pseudo ou il y a des variations ou quoi que ce soit, si l'information de départ n'est pas bonne, évidemment c'est impossible de prédire quelle est sa vraie identité. Beaucoup de personnes partagent des informations personnelles en ligne. Une simple recherche Google peut considérablement enrichir notre liste de données. On va faire ce qu'on appelle de l'OSINT. L'OSINT, c'est quoi? Ça veut dire Open Source Intelligence. Elle désigne la collecte et l'analyse d'informations accessibles au public pour en tirer des renseignements utiles. Ensuite, lorsque nous avons toutes ces informations, eh bien, on va faire un autre script qui permet de créer les centaines, les milliers, peut-être, qui sait, de variations. Avec l'OSINT, on va simplement collecter les informations sur une personne à partir de sources disponibles publiquement sur Internet, notamment via les moteurs de recherche, les journaux, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et évidemment mon préféré, LinkedIn. Et avec tout ça, on peut avoir des informations liées à sa ville natale, à ses proches, à ses amis, membres de famille et même certaines dates importantes. Et ce qui peut être intéressant, le code postal, où il a fait ses études, et j'en passe. Il peut vraiment y avoir plein de types d'informations que l'on peut récolter. Pour l'expérience, on prendra seulement les réseaux sociaux, mais on aurait pu pousser le vice encore plus loin. J'y ai pensé, mais honnêtement, j'avais un peu la flemme. C'est tout simplement faire des recherches sur Internet et récupérer toutes les informations possibles. Ensuite, il y aurait eu une IA qui aurait permis de traiter les milliers, les millions d'informations reçues, et ensuite de tirer les plus pertinentes. Mais bon, je pense que cette expérience sera bien assez. Salut, j'ai complètement oublié de tourner cette partie. Initialement, je voulais le faire avec une vraie personne, avec quelqu'un de lambda. Mais malheureusement, je n'ai pas d'amis avec qui tester. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. J'ai pensé à ChatGPT, mais c'est une IA. Mais du coup, je lui ai demandé de me donner une célébrité. Faites pas attention, je l'appelle Bob. Donc, il m'a donné une célébrité, Omar Sy. Je l'ai appris pour cette vidéo, mais il faut savoir que les célébrités, ou quasiment la majorité que j'ai testées, n'ont pas LinkedIn. Je l'ai donc remplacé par Wikipédia. C'est un peu l'homologue de LinkedIn, mais version star. Un peu stylé quand même. Mais il ne faut pas sous-estimer LinkedIn. Pour des personnes lambda, c'est une mine d'or. Elle est remplie d'informations. J'ai donc lancé mon script avec Omar Sy. Et en source de données, nous avons Wikipédia, Instagram, Twitter /X et Facebook.
ce qui fait quand même pas mal d'informations, même si au final c'est Wikipédia qui va nous donner le plus d'informations. En soi, c'est un peu logique. Je suis un peu déçu parce que j'imaginais les autres réseaux sociaux avec quand même pas mal d'informations. Après, je pense, étant donné que c'est une célébrité, il n'a pas forcément une bio un peu personnalisée. Et il faut savoir que j'ai fait un petit ajout qui est quand même assez important, surtout là pour les célébrités. J'ai pris un modèle d'IA qui permet tout simplement d'effacer les mots comme par exemple le, de, la, un, etc. Et étant donné que Wikipédia avait beaucoup trop d'informations, j'ai dû me limiter aux champs importants. Mais on a quand même pas mal d'informations. J'ai donc lancé le premier script et nous avons eu 49 informations que j'ai vérifiées en amont avant de lancer le deuxième script pour être sûr qu'il n'y a pas de bêtises ou de fausses informations dedans. Puis j'ai lancé le deuxième code. Ça a pris quand même pas mal de temps. Au début, je pensais même que le script buguait. Et lorsque j'ai voulu ouvrir le fichier, j'ai senti un peu de la latence, du lag sur l'ordinateur. Et je comprends pourquoi il y a eu ce lag, car le dossier contient 2 798 700 lignes. Je suis moi-même choqué comment on passe de 49 à ça. Après, comme je vous l'ai dit, un caractère peut potentiellement avoir des centaines de milliers d'alternatives, mais là, les altérations sont folles et la mission qu'on lui a demandé est remplie. En conclusion, bien que ce programme soit très basique, il a permis de montrer qu'avec de simples informations personnelles sur quelqu'un, dont son nom et prénom, on peut facilement trouver des combinaisons de mots de passe probables. D'où l'importance de choisir des mots de passe plus complexes. Utiliser des mots de passe qui ne sont pas basés sur des informations personnelles, varier les caractères spéciaux et surtout ne pas utiliser des mots de passe trop courts. Et sinon, conseil très simple, vous pouvez tout simplement soit utiliser un gestionnaire de mots de passe qui vous donne un mot de passe quasiment impossible à craquer ou tout simplement les passphrases. Avec ça, petit joker, vous activez l'authentification à 2 facteurs et là, vous êtes les rois du pétrole. Vous avez vraiment une bonne sécurité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été très théorique. Elle ressemble un peu au format du deepfake. J'espère que je vous ai quand même appris certaines choses, certaines méthodes et que maintenant vous ferez plus attention à vos mots de passe. Salut!